Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour découvrir du contenu juridique de qualité, rencontrer des personnalités du monde juridique et tout ça à la cool, dans un esprit léger. Alors moi, je suis Thibaut Caoudal, je suis passionné de Legal Tech, cofondateur de Leeway, une solution qui aide les juristes à reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Et puis, vous le savez maintenant, je ne suis pas tout seul pour Et faire non. cette émission. Et non, je suis accompagné d'Audrey et Pierre. Comment ça va, Audrey, Pierre? Salut Thibaut, salut à tous, salut Sharon. Et bien, très 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 bien, très ravie de vous retrouver vraiment. Vous m'avez beaucoup manqué. Et oui, on est de retour. And we're back, saison 2. On est super content de tous vous retrouver. Et bonjour Sharon. Bonjour à tous les trois et merci beaucoup de m'avoir invité pour ouvrir cette deuxième saison. Eh ben, on est ravis. Audrey, Pierre, est-ce que vous voulez dire un mot sur vous rapidement avant qu'on passe à la présentation de Sharon et puis des nouveautés sur la saison 2 pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Honneur aux dames. Avec plaisir, je commence Pierre. Merci. Donc Audrey Deléry, je suis manager chez Fed Legal, donc cabinet de chasseurs de tête dans le domaine du juridique et du fiscal. Et donc, j'y suis depuis plus de 10 ans et ça fait donc même plus de 12 ans que moi-même, je recrute des juristes fiscalistes, que je passe mes journées avec vous pour vous accompagner, directeurs juridiques et fiscaux, à trouver une nouvelle opportunité. Et en plus de ça, pour ceux qui ne savent pas encore comment j'ai rencontré Pierre, ou plutôt comment on a été amenés à travailler ensemble et aussi avec Thibaut, c'est qu'on a co-créé avec Pierre le Fleet Network, qui est le réseau du coup, qui réunit aujourd'hui près de 300 membres de juristes dans la tech et dans les startups. Ça s'appelle le Fleet Network pour French Lawyers in Tech. Absolument. On a À toi, choisi Pierre. un mot anglais pour le réseau de français des juristes. On s'est dit que comme ça, on restait complètement dans la mouvance. On était méga international. Et ben, pour ma part, donc Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai travaillé chez Disney et surtout chez Yahoo pendant 15 ans en tant que directeur juridique Europe et Moyen-Orient. Et puis après, j'ai fondé une alliance d'avocats qui intervient dans les principaux pays européens avec mes anciens camarades de Yahoo, c'est-à-dire l'Italie, la France, l'Allemagne, le UK et j'en oublie un, mais voilà, enfin, le cinquième, vous le trouverez, ce sera le but de l'opération. L'Espagne. L'Espagne, merci. Et enfin, surtout en ce moment, je me concentre et je fais de l'executive mentoring. J'accompagne des directeurs juridiques, principalement dans la tech, mais pas que, à développer leur leadership et à les accompagner dans leur prise de poste et dans le management de leurs équipes. Voilà. Merci pour les petites présentations. On dit un mot sur les nouveautés de la saison 2 parce qu'on vous a préparé quand même des nouveautés. Déjà, on est hyper content de vous retrouver. Hein, ça, on voulait vous le dire avant de démarrer ce talk. On a pris plein de retours. Hein, vous avez fait passer un questionnaire en fin d'année pour comprendre comment améliorer un petit peu le format. Donc, il y a plein de choses qu'on a mis en place. Déjà, sur le rythme qu'on va vous proposer, on va se retrouver toutes les 2 semaines, le jeudi à midi. Voilà, c'est le rythme qu'on va vous proposer. Et on a eu beaucoup de demandes aussi sur un format podcast. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous aurez le podcast, donc Legal Club Sandwich, qui tout simplement reprendra le talk passé. Voilà. Est-ce que j'oublie des choses, Audrey et Pierre? Je voulais juste dire, je vous reconnais beaucoup de visages connus de la saison 1 dans les spectateurs et donc je fais un bonjour collectif à tous nos fidèles admirateurs et je dis bienvenue à tous les nouveaux. Exactement. Et puis, si vous avez des photos à nous envoyer de quand vous regardez en direct ou même en replay, on en a reçu pas mal de la saison 1, n'hésitez surtout pas. On est ravis de voir que vous regardez soit en direct, soit en replay quand vous faites Absolument, on en du a vu. rameur, que vous êtes en plein apéro. N'hésitez pas, on est ravis. On en a vu certains en train de faire leur rameur, certains en train de boire un coup de vin rouge. Voilà, n'hésitez pas, les selfies en train d'écouter Club Sandwich, on est preneurs. Exactement. Bon, assez parlé de nous. On va passer à l'invité du jour. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Sharon Franco qui va nous parler du rôle du département juridique face aux cyberattaques et à la cybersécurité de manière générale. Sharon, peut-être pour commencer, est-ce que tu veux te présenter avant qu'on passe aux questions? Oui, je veux bien. Donc, moi, je suis avocate au barreau de Paris. J'ai un historique de carrière très contentieux et puis par goût, je me suis ensuite spécialisée dans le secteur du numérique et donc évidemment tout ce qui touche à ces questions-là d'un point de vue juridique. La protection des données personnelles, mais donc aussi la cybersécurité et puis la cybercriminalité.
Et puis, forte de ces sujets-là et de l'expérience qu'on peut avoir en tant qu'avocat, de gérer des situations exceptionnelles, extraordinaires, bien souvent pour des clients, je me suis ensuite tournée vers la gestion de crise, qui était un super complément à cette activité-là, sur laquelle je me suis aussi formée. Et donc, voilà, qui m'a permis vraiment de mettre à profit cette nouvelle, on va dire, compétence, corde à mon arc au profit de mes clients. Et puis, je suis actuellement en mouvement parce que je démarre un nouveau chapitre. Je prends la direction juridique d'une start-up dont je tairai le nom pour l'instant pour laisser un peu de suspense. Mais une très, très belle start-up dont les sujets de safety, privacy, etc. sont vraiment des sujets très, très importants. Et par ailleurs, je continue mon activité de conseil en matière de gestion de crise parce que voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement et dans lequel je prends beaucoup de satisfaction, donc que je ne souhaite pas abandonner, au contraire, que je souhaite continuer à creuser. Eh bien, très bien. On avait d'ailleurs parlé un petit peu de la gestion de crise dans la saison 1. Donc, si vous voulez retrouver le talk, vous pouvez aller voir sur YouTube le talk numéro 11 de Mathieu Jeanne qui nous parle de tout ça. Peut-être pour commencer, avant de Et on vous rentrer... le partage tout de suite. Pardon, Voilà. Merci Audrey. Peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous poser un petit peu le contexte, Sharon, parce qu'on entend beaucoup parler de cyberattaques, de cybersécurité aussi. De quoi on parle concrètement? De quoi on parle quand on parle de cybersécurité? Alors, pour commencer, bien sûr, moi, je tiens à rappeler que je ne suis pas une informaticienne, je ne suis pas ingénieure en cybersécurité, donc je laisse les questions techniques aux experts. En revanche, ce qu'on pourrait dire pour définir de façon un peu globale ce sujet et surtout ce qui la ramène, ce qui nous intéresse d'un point de vue juridique aussi sur ce sujet-là, c'est effectivement l'ensemble des techniques, on va dire, qui permettent de garantir la sécurité, la fiabilité d'un système d'information. Donc, on touche vraiment à l'univers cyber. Et d'un point de vue juridique, ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est effectivement qu'il est abordé de différentes façons par la loi, soit du point de vue des acteurs, donc des acteurs particuliers avec des enjeux particuliers qui ont des problématiques cybersécuritaires et qui sont donc soumis à des obligations particulières. Je pense par exemple aux opérateurs de services essentiels, aux organismes d'importance vitale, etc. Et puis, bien évidemment, le sujet donné, l'angle donné avec les questions de sécurité qu'on sait être très, très importantes en matière de protection des données personnelles et qui sont devenues des questions centrales sur lesquelles les services juridiques sont constamment questionnés et amenés à agir parfois et même très souvent dans des délais assez courts. Ouais, c'est un bon point, ça. C'est-à-dire que pour toi, le sujet, il est plus important aujourd'hui qu'il ne l'était, par exemple, il y a quelques années? Évidemment, de toute façon, on le voit. Il y avait par exemple une intervention du directeur général de l'ANSSI, Guillaume Poupard, qui a dit hier que les cyberattaques avaient été multipliées par 4 cette année. Donc, on sait que c'est vraiment un sujet qui est crucial, qui touche à la fois, évidemment, bien sûr, les entreprises, mais aussi chacun dans sa sphère personnelle. Donc, c'est évidemment un sujet qui est au cœur des préoccupations parce que, et je pense qu'il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi la cybersécurité et les cyberattaques se multiplient de façon exponentielle, mais notamment le fait qu'effectivement ce soit un type de criminalité qui est plus limité en termes de risque pour les attaquants, c'est-à-dire qu'on s'expose beaucoup moins. Et puis, on a vu aussi qu'avec évidemment le contexte sanitaire qu'on a connu, les gens, il y avait d'autant plus d'axes et de points d'entrée pour ces attaques-là. Et puis, ça a bien sûr facilité le fait que les entreprises soient en télétravail, l'ouverture des réseaux, la multiplication. On est à l'ère du numérique, donc évidemment, c'est aujourd'hui le point central
pour toutes les entreprises, pour la société dans son ensemble. Et donc, naturellement, ça fait l'objet, ça concentre tous les intérêts, y compris la criminalité. D'ailleurs, ce que disait aussi Guillaume Poupart, c'est que l'ensemble des mafias internationales aujourd'hui convergent toutes vers la cybercriminalité. Donc, c'est vraiment, c'est devenu l'enjeu prioritaire en termes de sécurité. Oui. Et tu penses que c'était plutôt un sujet qui était informatique, qui est devenu juridique, ou non, ça a toujours été un sujet vraiment juridique, à ton avis? Alors, il y a toujours eu des sujets, ça a toujours été un petit peu juridique dans le sens où en fait, les conséquences, même si les obligations sont venues plus tardivement, et on y viendra peut-être après, mais les nouvelles obligations juridiques sont venues de façon plus tardive sur ces sujets-là. En revanche, d'un point de vue responsabilité, d'un point de vue gestion des impacts pour l'entreprise, là, on avait un sujet juridique qui a toujours été là, finalement. Ouais. Et est-ce que tu as des exemples concrets, parce que c'est ce qui plaît pas mal à nos auditeurs sur Legal Club Sandwich, pour se préparer justement à la gestion de crise? Parce que c'est un sujet dont on parle, mais on peut se demander, OK, moi, comment je me prépare pour que demain, je puisse faire face à toute situation? De toute façon, la gestion de crise, c'est une science qui a été théorisée de façon très importante. On sait qu'il y a des méthodes, il y a des procédures à suivre, etc. Après, moi, une phrase que j'avais retenue, qui avait été prononcée par un commissaire de police qui était intervenu notamment dans les attentats et que j'avais eu l'opportunité de rencontrer lors d'une formation en gestion de crise, justement. Il nous avait dit que lui, ce qu'il avait retenu de sa propre formation, qui était sur d'autres sujets, mais des sujets tout aussi intéressants, était une phrase qui disait « Préparez-vous autant que possible, mais le jour où la crise arrive, oubliez tout. Parce que de toute façon, vous ne serez jamais préparé à cette crise-là. » Et je trouve que c'est assez, finalement, c'est un espèce de leitmotiv assez intéressant parce que effectivement, on peut se préparer. Il y a des méthodologies très claires, et notamment comment constituer une cellule de gestion de crise, etc. Mais finalement, les crises peuvent tellement être variées, et surtout quand on parle de cybersécurité, on a aussi cette même variété de crises parce que ça peut toucher tous les échelons de l'entreprise, ça peut toucher n'importe quel service, ça peut être une attaque, un simple blocage d'un site internet, ou alors un ransomware, un système de hameçonnage, avec on appelle ça un rançongiciel, c'est-à-dire qu'avec une demande de rançon, on va bloquer tout un système d'information et toute une chaîne de production, par exemple. Donc, il y a vraiment des impacts qui peuvent être extrêmement variés. Ce qui est important, à mon avis, dans la préparation à la gestion d'une crise cybersécuritaire, c'est d'intégrer les spécificités de la crise numérique, ce qu'on va appeler une crise qui intervient et qui touche principalement la sphère numérique et qui intervient par le biais numérique. Et donc, effectivement, dans les crises numériques, ce qui peut être difficile, c'est qu'on a souvent du mal à déterminer l'étendue de la crise. En tout cas, on ne va pas pouvoir le faire. On a du mal à le faire tout de suite parce qu'il faut avoir une visibilité qui n'est pas souvent facile à avoir quand on a un système d'information, et particulièrement un système d'information qui est handicapé, qui est attaqué. On vous empêche d'avoir accès aux informations auxquelles vous voudriez avoir accès. Et puis, ça peut être très ciblé, très global. Ça peut toucher plein de services de façon simultanée, mais de façon différente. Donc, ce qui est important, c'est finalement de déterminer des procédures très claires, on va dire de gestion, comme la mise en place d'une cellule de gestion de crise, avec des personnes qui vont être nommément identifiées. Donc ça, par exemple, c'est des choses importantes. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de se dire en instant T, voilà, quelles sont les bases de ce qu'on va mettre en place pour anticiper, pour gérer cette crise maintenant qu'elle est intervenue. Et ensuite, la stratégie, évidemment, qu'on va déployer va dépendre de la crise à laquelle on est confronté et du cas de figure qu'on rencontre. Mais pourquoi, évidemment, la direction juridique doit faire partie de cette cellule? Et c'est évident que la direction juridique doit faire partie de sa cellule. Alors, ce n'est pas la seule,
Mais à mon sens, quand on fait face à une crise cybersécuritaire, il y a en fait tous les services de l'entreprise doivent être représentés et surtout les services supports. Et donc, effectivement, la partie juridique, enfin, la direction juridique, le service juridique est indispensable parce qu'en fait, il a son rôle à jouer de façon extrêmement importante. D'une part, parce qu'il y a des obligations juridiques très importantes auxquelles il va falloir répondre, des obligations de notification, par exemple, ou d'information, mais aussi des obligations, enfin, en tout cas, des actions qu'il va falloir anticiper. Des actions juridiques ultérieures, comme le fait de porter plainte, comme le fait de limiter la responsabilité qu'on pourrait rencontrer si la responsabilité de l'entreprise était engagée. Enfin, toutes ces choses-là qu'il va falloir anticiper. Et donc, c'est important que chacun soit présent dans cette cellule de gestion de crise avec, j'insiste sur ce point, des personnes qui soient prévenues, nommément identifiées. On a même fait modifier des contrats de travail pour un client pour être certain d'intégrer que ces personnes qui faisaient partie de la cellule de gestion de crise faisaient partie de leurs tâches et de cette disponibilité qui pouvait être à tout moment, parce que la dernière gestion de crise, la dernière faille de sécurité que j'ai eue, par exemple, c'était le 31 décembre, donc c'est souvent, et puis celle d'avant, c'était le 25, donc ça, il y a quand même ce point-là qui est quand même qui est finalement anecdotique, mais qui en fait est très important, c'est-à-dire que ça arrive toujours au pire moment. Et donc, voilà, cette disponibilité des personnes qui font partie de la gestion de crise, donc c'est important qu'effectivement elles soient nommément identifiées avec un remplaçant pour chacune d'entre elles. Enfin, voilà, après, il y a évidemment plein d'autres. On avait vu d'ailleurs dans le précédent Club Sandwich sur la gestion de crise qu'il est aussi très important aussi que chacun ait un rôle prédéterminé. C'est-à-dire que tu dois avoir non seulement des gens prédéterminés, mais tu dois aussi avoir un rôle. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont de l'input, il y en a qui sont là juste pour être informés, et puis il faut généralement qu'il y ait au moins et généralement un seul décisionnaire sur ce qu'il faut faire. Bien sûr. En fait, l'organisation dans la cellule de gestion de crise, il faut évidemment identifier les gens, mais effectivement, identifier aussi quel va être leur rôle. Et il faut qu'il y ait un leader dans cette cellule de gestion de crise pour leur petite décision, c'est évident. Et finalement, le rôle des autres intervenants, et particulièrement le rôle du service juridique qui a une vision stratégique très importante sur les risques, et qui permet vraiment de faire cette gestion de risque-là, et finalement un rôle d'éclairage, d'information qui aide à la prise de décision. Après, il y a d'autres points pratiques qui peuvent être mis en œuvre, qui peuvent être préalablement déterminés, comme le fait d'avoir des réunions qui soient fixées à des moments réguliers pendant toute la gestion de la crise. Pourquoi ce calendrier est important? Parce qu'il faudrait éviter qu'on ait une espèce d'emballement qui se crée, que finalement les gens qui fassent partie de cette gestion de crise soient en permanence sollicités, donc ne puissent pas effectuer les missions pour lesquelles elles font justement partie de cette gestion de crise, par exemple les investigations pour les équipes techniques, les recherches et les analyses juridiques nécessaires pour le service juridique. Donc, c'est aussi des points, des éléments assez pratiques qui peuvent être mis en place dans une procédure de gestion de crise qui peut être mise en place dans une entreprise, cette espèce de calendrier finalement pendant la gestion de la crise. Alors évidemment, ça n'empêche pas, s'il y a un incident particulier ou une information qu'il faut communiquer de toute urgence à l'ensemble des membres de la cellule de gestion de crise, de pouvoir le faire. Mais en tout cas, ça donne quand même un cadre qui est assez important pour la gestion, en tout cas pendant la gestion de la crise. D'accord, Sharon. Pardon, je t'interromps du coup. Et justement, en termes des obligations, justement, que ce soit au juridique ou opérationnel, est-ce que tu peux en dire plus à nos auditeurs, justement, quelles sont-elles, que ce soit pour une faille de sécurité, d'ailleurs malveillante ou non? Pour l'étape préalable qui est indispensable pour le service juridique qui a affaire à une crise cybersécuritaire, ça va être la qualification de l'incident. C'est-à-dire de savoir réellement de quoi on parle. Est-ce qu'on est soumis à une obligation de notification ou non? Et ça va dépendre de la nature de l'incident. Donc, par exemple, si je sais préalablement que je suis soumis à des obligations au titre de la loi SRSI, qui est la loi qui est en fait la loi de transposition de la directive Nice européenne,
c'est la loi de sécurité des réseaux et des systèmes d'information qui vise donc les opérateurs de services essentiels, les organismes d'importance vitale et aussi les fournisseurs de services numériques. Donc, par exemple, les marketplaces, les services de cloud, dès lors qu'elles ont plus de 50 salariés et qu'elles font plus de 10 millions de chiffre d'affaires, sont soumises à ces obligations aussi en matière de cybersécurité. Donc, il y a des obligations préventives, mais il y a aussi des obligations de notification à l'ANSSI d'un incident cybersécuritaire. Donc ça, c'est des obligations à prendre en compte. Est-ce qu'on est dans ce cas-là? Est-ce qu'on va devoir effectuer cette notification? Donc, la qualification est importante pour ça. En matière de protection des données personnelles, est-ce que l'attaque, si c'est une attaque externe ou même interne, en tout cas, est-ce que la faille de sécurité concernée touche des données à caractère personnel? Et donc, dans ce cas, est-ce qu'on doit notifier la CNIL? Est-ce qu'on remplit les critères? Ce qui est important aussi, c'est les délais, puisque, par exemple, notification à la CNIL doit intervenir dans les 72 heures à compter de la connaissance de l'incident. Notification à l'ANSSI pour les opérateurs concernés, c'est sans délai, donc c'est-à-dire au plus tôt. Et ce qui est important, c'est évidemment de savoir qu'il y a des sanctions qui sont attachées au non-respect de ces obligations-là. Donc, la qualification d'incident, c'est l'étape indispensable. Et ensuite, il y a effectivement ces obligations qui vont être des obligations de notification, mais aussi de réaction ensuite, c'est-à-dire mise en place des mesures qui vont permettre de limiter les risques liés à l'incident qu'on rencontre, mais aussi de répondre et de faire en sorte que cet incident ne se reproduise plus avec la mise en place de mesures qu'on va appeler des mesures correctives de l'incident. Et donc, toutes ces étapes-là doivent bien sûr être passées par le juridique parce que ce sont des obligations juridiques. Donc, qui mieux que le service juridique pour dire, bah voilà, il nous est arrivé ça. Ça, juridiquement, ça correspond à tel incident. Donc, tel incident, voilà nos obligations. Il faut qu'on notifie dans les 3 jours. Donc, il faut absolument que vous nous donniez telles et telles informations parce que sinon, on ne peut pas notifier. Et puis, par ailleurs, il faut aussi prendre des mesures correctives. Donc, quelles sont ces mesures? Parce qu'il faut pouvoir en justifier aussi auprès des autorités. Et puis, après, au-delà de ces obligations-là, qui sont des obligations auxquelles on répond pendant la gestion de la crise ou en tout cas juste après, en fonction de la durée de celle-ci, les autres points juridiques qui vont être importants d'envisager, bien sûr, c'est la partie responsabilité. C'est-à-dire analyse de risque, à quoi on s'est exposé en termes de risque, par exemple, vis-à-vis de nos utilisateurs ou vis-à-vis de nos clients ou vis-à-vis de nos salariés, parce que souvent, ça peut toucher aussi des données qui concernent des salariés, des informations confidentielles qui les concernent. Donc, quelle est notre responsabilité? Quelles sont les actions importantes qu'on peut mener? Est-ce qu'on porte plainte? Il faut savoir que les autorités poussent quand même énormément les entreprises à porter plainte. Excusez-moi, j'ai un peu perdu ma voix. Face à des incidents de ce type-là, face à des attaques malveillantes. Il y a eu une grande campagne de défiguration de sites internet en fin d'année, donc qui avait engendré, vous savez, une défiguration de site internet, c'est quand tout d'un coup on retrouve son site et qu'il y a des messages qu'on n'a pas du tout voulu diffuser, qui finalement se diffusent en page centrale du site et que soit le site est inutilisable, en tout cas il ne ressemble plus du tout au site qu'on avait créé, et ça peut être le biais de messages politiques, voilà. Et à ce moment-là, il y avait une vague assez importante en France qui avait entraîné la défiguration de nombreux sites internet, et les autorités avaient bien rappelé que les entreprises, ou en tout cas les propriétaires de sites internet, si c'était des particuliers, étaient vraiment poussés à porter plainte, que c'était extrêmement important qu'ils portent plainte. Et j'ai également entendu plusieurs fois le parquet à Paris, notamment le spécialisé en matière de cybersécurité, rappeler et encourager les entreprises ou les victimes à porter plainte, parce que c'est extrêmement important, parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas vouloir le faire en se disant mais de toute façon, ils ne les retrouveront jamais. C'est vrai que dans beaucoup de cas, l'identification des auteurs est très difficile en la matière, mais finalement, c'est extrêmement important d'un point de vue responsabilité aussi, d'un point de vue historique, d'avoir la preuve que voilà, on a pris cet incident au sérieux, qu'on a porté plainte, et puis évidemment d'un point de vue judiciaire, ça peut aussi mener à un résultat qui peut concerner son entreprise ou d'autres en même temps, enfin voilà. Et Sharon, tu nous disais lors du call préparatoire que c'était un sujet qui auparavant était géré uniquement par les informaticiens, les ingénieurs, que ça fait vraiment beaucoup évoluer, et surtout que le juridique, et ça on l'a dit déjà jusqu'à présent, devait absolument avoir un rôle à jouer, et que c'était
même tellement important que ça devait être géré par les juristes, justement. Oui, alors c'était une phrase aussi qui avait été prononcée par un spécialiste de la cybersécurité ancien de l'ANSSI lors d'une intervention à laquelle une conférence à laquelle j'avais participé. Et il avait dit les crises cybersécuritaires sont c'est un sujet beaucoup trop important pour être simplement laissé aux informaticiens. Alors il était lui-même de formation informaticien, donc c'était pas du tout dénigrant, au contraire, hein, parce qu'il n'y aurait pas de cybersécurité sans spécialiste technique. Mais en tout cas, ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'impact de ce type de crise, il est tellement important et il peut tellement être préjudiciable pour l'entreprise qu'en fait, il ne doit pas concerner que le technique, puisque l'impact dépasse largement le technique. Vous avez une attaque cybersécuritaire qui engendre la destruction ou le vol de plusieurs centaines de milliers de données qui appartiennent à vos clients. Ce n'est pas uniquement un problème technique, c'est un problème qui va gérer l'entreprise et qui va générer des préjudices de façon globale. Donc, c'est effectivement pour ça que c'est un sujet qui doit être pris, qui doit être de première importance. Et bien sûr, le service juridique est un élément moteur dans cette gestion, dans cette analyse de risque et dans cette gestion de la crise. Tout à fait. Et est-ce que tu as des exemples justement de crises qui sont bien passées ou moins bien passées? Des choses... oui, anecdotes, on adore. Des choses un peu croustillantes. Voilà. Alors, croustillant, tout sous le couvert de confidentialité, ce sera limité en termes de... Voilà. Mais en revanche, oui, alors après, des exemples, il y en a beaucoup. Mais enfin, je pense que finalement, ce qui est important de retenir, c'est qu'il est important en tout cas de ne pas se précipiter. Et je peux donner l'exemple, par exemple, et ça m'est arrivé plusieurs fois, de clients qui m'appelaient au dernier moment en me disant « Bon, bah voilà, donc on a tout préparé, on va notifier, etc. » Donc, des clients qui étaient des services juridiques, voilà, qui avaient effectivement mis en place leur gestion de crise. Et finalement, en quelques échanges, je comprenais qu'en fait, il n'y avait pas du tout d'incident à notifier. Et que c'était mieux au contraire ils ne rentraient pas dans les critères, donc pourquoi aller notifier à une autorité alors que finalement on n'était pas dans les critères qui nous obligeaient à le faire, il n'y avait pas les risques qu'ils justifiaient. Donc c'est un cas qui s'est présenté plusieurs fois et qui nécessite vraiment qui interroge sur justement la façon dont on va gérer la crise quand elle va se présenter, avec la nécessité, on va dire, de ne pas se précipiter dans les actions parce que le risque, et ça c'est une formule qui est assez courante en matière de gestion de crise, c'est on va tout faire pour ne pas ajouter de la crise à la crise, parce qu'en fait créer une crise juridique parce que tout d'un coup on a prévenu une autorité et qu'elle va débarquer ou en tout cas nous interroger sur le sujet quelques jours, quelques semaines après, alors que finalement c'était un incident qui ne s'est pas du tout solvé comme on l'avait anticipé. Enfin, voilà, donc il faut bien évidemment gérer l'incident avec une forme de réactivité très importante parce qu'il y a des délais et des obligations qui sont là, mais finalement aussi avec une espèce d'anticipation, on va dire un peu à froid, qui permet de limiter les risques complémentaires qu'on pourrait engendrer par une mauvaise gestion à l'instant T et attendre d'avoir les informations. Bien souvent, ce qui se passe aussi, par exemple, c'est que, et là, il y a eu beaucoup de cas ces derniers temps, où en fait, finalement, c'était des sous-traitants très importants qui faisaient l'objet de failles de sécurité avec des vols de données, etc. Donc, par exemple, des sous-traitants qui gèrent des plateformes e-commerce ou qui gèrent des emails pour des e-commerçants. Et donc, du coup, l'impact est global parce que ça concerne tous leurs clients. Donc, il y a énormément d'entreprises qui sont concernées, énormément de données qui sont concernées. Et là, ce qui va être important, c'est d'aller chercher l'information dont on a besoin auprès d'un prestataire, mais qui se protège aussi, parce qu'il ne faut pas non plus trop qu'ils nous en disent pour ne pas trop se mettre en risque. Donc, il y a cette espèce d'équilibre. Et ça, c'est finalement une action dans laquelle le juridique est indispensable, parce que qui va faire déjà qui va aller regarder dans les contrats à quoi on est obligé ou pas, qui sait
quelles sont les obligations d'information que doit remplir ce sous-traitant? C'est justement le service juridique, c'est le juriste qui sait que, par exemple, au nom du RGPD ou au nom du contrat qui a été signé avec ce prestataire technique, il a telles et telles obligations d'information avec tel délai. Est-ce qu'il les a respectées ou non? Comment on va lui mettre la pression pour obtenir les informations dont on a besoin pour notifier, mais aussi parfois pour résoudre l'incident technique auquel on est confronté? Donc, en fait, à tous les niveaux, ce rôle du juriste dans la gestion des crises cybersécuritaires me semble central. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé à chaque fois par les faits. Merci Sharon, c'est très complet. On voit que c'est un sujet qui est riche aussi, donc c'était super intéressant. Merci pour ton intervention. On a bien compris, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui doit être au cœur des préoccupations pour les entreprises, qui engendrent des conséquences forcément assez importantes, donc il faut se préparer. Et évidemment, la direction juridique a un rôle très important à jouer, que ce soit dans la préparation essentiel. Voilà. Merci Pierre. Dans la préparation ou pendant la crise. Donc merci pour tout ça. On espère que ça vous a aidé. On espère que vous allez pouvoir mettre des choses en place dès demain dans vos jobs respectifs. Si vous avez des questions, posez-les directement dans le chat ou dans la partie questions-réponses. Et maintenant, on va passer aux chroniques de vos chroniqueurs, puisque sur Legal Club Sandwich, on a des chroniques. Pierre et Audrey vont intervenir à chaque fois, chaque épisode, sur des sujets en particulier, soit très liés au thème du jour, soit pas du tout. Voilà, ça dépend des envies, des humeurs. Et c'est à vous. Pierre, tu lances le jingle? Absolument, car nous avons des jingles. Et c'est parti avec le jingle d'Audrey. On ne change pas une équipe qui gagne et on ne change surtout pas ces jingles que vous avez plébiscités dans le sondage qu'on a fait après la saison 1. Donc voilà le jingle d'Audrey. Get the fever. Je ne m'en lasse pas, Audrey. Merci beaucoup, Pierre. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler de savoir dire non, ce qui n'a pas forcément à voir avec la cybersécurité, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui. Comment on dit non et pourquoi il faut dire non dans le domaine du recrutement, bien sûr, qui est plus mon domaine d'expertise. Alors oui, le non, c'est négatif. Oui, c'est dur de dire non et il n'est pas toujours facile à exprimer. Et pourtant, il faut le faire, surtout dans le domaine du recrutement. Alors, pourquoi dire non? Alors moi, je m'adresse d'abord à vous, chers managers juridiques, c'est hyper important, donc faites un retour s'il vous plaît. Si vous avez le candidat au téléphone, en visio, maintenant vous connaissez bien les visios, en entretien, et qu'il n'est pas choisi, dites-le lui, c'est aussi très important. Personne n'aime la raison. Donc c'est un engagement vraiment moral que vous avez envers le candidat qui a pris le temps de se préparer, de vous rencontrer, d'échanger avec vous, et sans doute de se projeter avec votre équipe. Donc dites-lui. Le fameux « ce n'est pas toi, c'est moi » ne fonctionne ni dans la vie sentimentale, ni dans la vie professionnelle. Donc, il faut faire un feedback vraiment constructif, précis et le plus objectif possible. Donc, c'est ce que je dis à mes clients qui refusent une candidature. Pourquoi non? Expliquez-moi. Donc, expliquez-lui aussi. Le candidat a besoin de savoir pourquoi il n'est pas choisi, ce qu'il peut améliorer est dans l'explication de son parcours, ses entretiens, ce qui manquait en termes de technicité, par exemple. Alors, comment on dit non? Déjà, ne tournez pas autour du pot. Appelez-le et dites-lui non, qu'il n'est pas choisi. Et le candidat acceptera le retour négatif s'il vous expliquait, par exemple, que finalement, vous avez choisi un profil plus expérimenté ou au contraire avec plus d'expérience ou moins d'expérimenté aussi. Voilà, qu'au niveau du budget, vous ne pouvez pas vous aligner, que finalement, vous aviez finalement besoin d'un profil plus expérimenté en M&A ou qu'il a carrément raté son entretien. Il faut aussi le dire et le candidat a besoin de le savoir. Ça peut aussi concerner le savoir-être, donc n'ayez pas peur de le dire. Par exemple, j'ai une cliente qui a dit récemment à un des candidats, voilà, j'avais deux très très bons entretiens en finale et après tous les entretiens, je me suis davantage projetée avec l'un d'entre vous, ce n'était pas vous. Donc c'est vraiment dur à entendre, mais ça s'entend et ça se comprend. Et comme j'aime le dire, il n'y a selon moi pas de mauvais candidats, mais seulement des candidats qui matchent ou non avec une société, un projet, un poste. Donc même si quand il y a du talent et il y a de la place, ça c'est un petit clin d'œil à mon équipe LM et Yann chez Fait Légal qui dit souvent ça, il n'est pas possible
de recruter tout le monde. Et pourtant, j'aimerais bien, j'ai récemment proposé à une cliente de recruter les 2 directeurs juridiques que je lui avais présentés. Bon, elle n'a pas voulu, elle en a pris qu'un. Maintenant, côté candidat, c'est aussi important de savoir dire non et se retirer d'un process de recrutement. Alors pourquoi? Parce que c'est respectueux, honnête, que le monde est vraiment très petit, notamment dans le juridique, ça on le sait très très bien, et que ce n'est pas parce que finalement vous ne rejoignez pas une structure, que vous refusez une proposition, voire même que vous retirez votre candidature en milieu du process, qu'on ne pourra pas vous rappeler par la suite pour un autre projet. Donc ne laissez pas une entreprise que vous avez rencontrée, qui vous a contacté, ou encore un chasseur, ça je parle par expérience, sans réponse. Votre ennemi, c'est vraiment le silence et l'absence de retour dans un sens comme dans l'autre. Alors, Peter de Genestet, qui est un auteur hollandais que je ne connaissais pas, j'avoue, mais j'ai trouvé la citation intéressante, a dit « Heureux et libre est celui qui ose dire non ». Alors pour ma part, j'ai envie de vous dire, osez dire non, dites-le avec respect, honnêteté et sincérité. Donc certes, le non reste un refus, mais il est tout à fait possible de le transformer en un message un peu plus positif dans le cas d'un recrutement s'il est argumenté et expliqué. À toi, Pierre. Merci, merci Audrey. J'ai adoré l'envolée lyrique de cette fois-ci. Tu me mets la… bon, et donc… Ça va être parfait, Pierre. Non, j'étais pas prêt. Et ben donc, j'envoie mon propre jingle. Parce qu'à la fois, je fais les chroniques, mais je suis l'ingénieur son aussi dans Club Sandwich. Hein, donc, je multitâche. Allez hop, jingle. We do. Je pense que je suis l'avocat, probablement un des avocats les plus barrés du barreau de Paris. Je comprends la CNB qui vote à 70% contre ce mélange des avocats d'entreprise et des juristes. J'ai appris ça ce matin. Quand on voit qu'effectivement, je suis un petit peu différent, mais voilà, c'est ce qui fait le charme de Legal Sandwich. Et donc, en l'occurrence, je vais vous parler aujourd'hui de cette situation dans laquelle vous vous trouvez si vous êtes juriste ou même peut-être parfois les avocats, dans la situation dans laquelle vous êtes complètement débordé par le travail et débordé par les choses à gérer et vous ne savez plus comment gérer, vous ne savez plus comment y arriver. Eh bien, il y a un bon vieux truc, c'est ce que j'appelle les 3Ds, c'est-à-dire la méthodologie du do, du drive it, ditch it ou delegate it. Et en fait, c'est une petite méthodologie qui vous paraître évidente lorsque je vais vous l'expliquer, mais finalement qui peut aider à gérer les choses. Quand on a trop de travail, la première chose à faire, eh bien, c'est tout simplement de faire sa to-do list. Ça paraît une évidence, mais ça va mieux en le disant, et de lister absolument toutes les choses dont vous êtes responsable ou qui vous avez à faire lorsque vous vous sentez comme ça complètement dépassé par les événements. Et donc, vous la faites de manière excessivement exhaustive et en mettant les moindres points dedans. Et puis, à partir de là, eh bien, il faut commencer par réfléchir quelle est la vision, soit du sponsor, de votre manager, de la personne que vous travaillez, de votre client, ou votre vision à vous-même. Quelles sont les choses que vous souhaitez arriver à faire, ce que j'appelle votre picture of success. Et donc, vous gardez ça en tête et vous reprenez cette liste pour, du coup, commencer à regarder quelles sont les choses qui vous pensez être le mieux, être capable de faire, être le mieux capable de gérer. Et ça va aller dans la classe Drive It. Et vous allez lister très précisément les choses concrètes que vous pouvez faire pour justement arriver à gérer ce genre de choses. Donc ça, c'est assez logique. C'est les choses sur lesquelles vous avez le plus… c'est vos forces, c'est les choses les plus importantes pour la société, c'est les choses pour lesquelles vous avez les meilleures compétences techniques. Voilà. Donc ça, c'est la première liste, la liste Drive. Et puis, bon, on sait très bien que ça ne va pas suffire. Donc, arrive la deuxième liste. C'est la liste Delegate. Et alors là, très important, il faut quand même se poser 2-3 questions avant de déléguer. Il faut déléguer, bien évidemment, à des gens qui sont capables de prendre la délégation. Encore une fois, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Donc, parce que si vous déléguez à des gens qui n'ont pas les capacités de faire la chose que vous avez déléguée, eh bien, vous allez vous retrouver à micromanager cette personne. Donc, ça ne vous fait pas du tout avancer. Il faut aussi vérifier que la personne à qui vous déléguez a bien compris les objectifs que vous souhaitiez atteindre et que donc ça vaut le coup de faire un replay de ce que vous avez demandé à ce que soit effectué pour être bien certain que les deux personnes sont bien d'accord sur ce qui doit être fait. Et puis surtout, il faut toujours poser la question, que ce soit vos collaborateurs en cabinet d'avocat,
vos membres, les membres de votre équipe, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'un soutien particulier, de ressources, de vous parler toutes les semaines ou d'un training quelconque ou voilà, je ne sais pas quoi. En tout cas, vérifiez qu'ils n'ont pas de problème de ressources. Et donc, ça vous permet de déléguer là encore et de réfléchir et de faire dans votre liste les choses spécifiques que vous allez déléguer et les résultats que vous attendez par rapport aux choses que vous avez déléguées. Et enfin, on arrive à la troisième liste. La liste, c'est la liste de ditch it, c'est-à-dire on va mettre tout ça à la poubelle royalement, et bien parce que tout simplement, ce n'est simplement peut-être pas au service juridique de gérer le problème en question, ce n'est peut-être pas si important de gérer le sujet en question, peut-être que tout simplement aussi, eh bien, in the grand scheme of things, revoir le contrat de la machine à café pour 5 000 € par an, quand on est débordé et qu'on a une perte de données, ce n'est peut-être pas l'urgence du siècle et on peut peut-être laisser totalement tomber la revue de la machine à café et de son contrat. Et voilà, et c'est de ne pas avoir peur de prendre ce genre de décision, bien évidemment de le mentionner à ses supérieurs, que tout le monde soit bien d'accord, et comme ça, nettoyer sa to-do list. Donc, drive it, ditch it, delegate it, faites vos 3 listes, souvenez-vous des objectifs à atteindre et ça va vous aider grandement. À toi, Thibaut. Merci Audrey, merci Pierre, super chronique, on démarre très fort cette saison 2, bravo à tous les deux. Sharon, on va passer aux questions. J'ai une question de Rizvan, nous avons une question de Rizvan, merci pour cette question Rizvan, qui nous demande s'il existe un label ou une certification européenne qui garantit la mise en place et la préparation des équipes concernant les cyberattaques. Est-ce que tu as déjà vu, tu as déjà entendu parler de ça? Et attention, puisque tu es en mute, il me semble. Désolée. En fait, les normes qui existent, ce sont les normes ISO qu'on connaît, notamment la norme ISO 27001 qui permettent voilà, d'intervenir sur ces sujets-là de sécurité. Alors après, une certification particulière sur la formation des équipes, finalement, je dirais que la question de la formation des équipes, elle est intégrée. Elle est intégrée dans ces obligations-là, dans ces normes-là, puisque quand on exige que des systèmes soient mis en place, ça implique nécessairement que les personnes aussi, que les procédures en interne répondent à ces obligations-là. Donc, on va dire que ce serait plutôt ces normes-là d'un niveau européen qui seraient les normes les plus élevées. Et est-ce qu'on peut demander, par exemple, à ces fournisseurs de nous prouver qu'ils sont bien préparés à tout ça, qu'ils sont bien protégés? Je dirais que c'est même une obligation dans certains cas. C'est-à-dire que des fournisseurs techniques qui fournissent des solutions qui ont avec un support informatique, quelle qu'elle soit, il y a toujours cette obligation de vérifier que ces prestataires, ces sous-traitants-là, sont conformes, en tout cas donnent des garanties particulières en termes de sécurité. Et par exemple, en matière de protection des données personnelles, dans les clauses obligatoires, il y a notamment cette obligation de cet engagement de sécurité, etc. Donc, et puis dans certains secteurs particuliers, avec des enjeux particuliers, il y a aussi ces obligations. En matière de cybersécurité. Donc, la loi sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, la loi de transposition de la directive NIS, elle pose des obligations particulières en termes de cybersécurité pour certains acteurs. Et donc, notamment, s'ils sont prestataires ou si on est amené à contracter avec eux, ils vont devoir en justifier. Ok, donc ça, faites attention à ça. Il y a Anne-Sophie qui nous demandait si toi, tu avais déjà vu passer des sanctions de la CNIL pour des sociétés qui n'ont pas correctement notifié au cours d'une cyberattaque ou tardivement notifié. Alors, il y a déjà une sanction pour des sociétés qui n'avaient pas notifié du tout. Après, sur la notification tardive, je n'ai pas d'exemple concret j'ai pas d'exemple concret là en tête. Je ne suis pas certaine que ça ait déjà été le cas. Mais de toute façon, je pense que si c'était le cas, il faudrait vraiment que la notification ait été tardive pour des mauvaises raisons. Parce que c'est possible de laisser
c'est possible de notifier avec retard, mais il faut évidemment donner les raisons. Donc, par exemple, la CNIL, dans le formulaire, elle laisse la possibilité de dire on est en retard et on justifie pourquoi. Et ça, c'est un point qui est important aussi, c'est-à-dire que souvent, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'anticipation et de ne pas se précipiter, c'est que finalement, ce qui est important, c'est de bien collecter toutes les informations dont on a besoin avant de prendre une action. Et généralement, si on a suffisamment de raisons qui nous laissent à penser que là, il ne faut pas notifier tout de suite parce qu'on n'est pas certain de devoir le faire, ces raisons seront tout à fait entendables ensuite pour argumenter, justifier d'un retard par rapport au délai obligatoire, par exemple. Si l'étude a bien été faite et si l'analyse juridique est effectuée à ce moment-là et qu'on a les arguments suffisants, on pourra toujours justifier de pourquoi on était en retard à ce moment-là. C'est un point qui est quand même important. On a Yolène aussi avec nous, qu'on connaît, ce qu'elle fait partie de Fleet Network, justement. Elle travaille pour CyberAngel, qui connaît bien, du coup, le sujet de cybersécurité. Elle me pose la question, du coup, enfin, elle te pose la question surtout. Voilà, en pratique, dans grand nombre... Audrey, on t'a perdu. Je vais poser la question. Data leak, de malveillant à l'origine. Ah, ok, mince. Je vais poser la question parce que tu as eu un petit problème technique. Donc, en fait, oui, Yolène de CyberAngel, une société spécialisée justement dans ce type de questions, et qui est donc membre de Fleet Network, disait effectivement, là, on parle déjà de la gestion de crise et des situations où les sociétés sont déjà victimes des cyberattaques, mais en pratique, dans de grands nombres de cas, les cyberattaques sont consécutives à un data leak provenant de la société en question ou de l'un de ses prestataires, donc pas forcément un acte malveillant à l'origine. Et puis, il y a eu beaucoup d'exemples, et donc il existe des solutions pour s'en prémunir, bien évidemment. Et donc, quels sont ton retour de tes clients sur ces solutions? Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que, voilà, de ce travail très en amont, finalement? Oui. Alors après, moi, dans ce que j'ai exposé là, en matière de gestion de crise, évidemment, les exemples qui sont souvent les plus, on va dire, croustillants, comme on a dit tout à l'heure, sont des exemples de cyberattaques, mais la stratégie et les obligations en matière de crise cybersécuritaire dont on a développé tout à l'heure s'appliquent peu importe le cas. C'est-à-dire que même si c'est pour ça que je parle de faille de sécurité, parce qu'une faille de sécurité, ce n'est pas nécessairement un acte malveillant. Ça peut être aussi effectivement un problème interne, une mauvaise manipulation, etc. Et d'ailleurs, effectivement, moi, j'ai de nombreux clients qui sont trouvés dans cette situation-là, avec tout d'un coup des centaines de milliers de données, voire des millions qu'on retrouvait sur le dark web, parce qu'en fait, on avait utilisé une version bêta-test d'une solution pour voir ce que ça allait donner. Et puis finalement, on ne s'était pas rendu compte qu'en fait, la version bêta-test, elle était accessible et que toutes les données sont ensuite retrouvées, ont pu être accédées comme ça. Donc effectivement, c'est un cas de figure qui est très important et qui est lié au fait que voilà, c'est le tout digital, l'ère du numérique. Donc on est de plus en plus exposé, notamment, comme on le disait en introduction, avec le contexte qu'on connaît en ce moment et qui fait que on est de plus en plus connecté à distance, etc. Et donc, il y a de nombreux cas dans lesquels il peut y avoir des fuites qui soient dues à une mauvaise manipulation. Et finalement, les recommandations qu'on a données sont les mêmes, puisqu'on a une crise, il faut la gérer, on a un risque réputationnel, on a un risque commercial. Et il faut être en mesure d'agir derrière et de prendre les bonnes mesures en termes de communication. On a une autre question qui touche aux assurances. Est-ce que tu recommanderais donc une assurance cyber liability pour les entreprises qui ont un site e-commerce? Est-ce que tu as une particulière, non. mais en revanche, oui, évidemment. C'est un sujet très important. D'ailleurs, aujourd'hui, dans toutes les grandes conférences qui parlent de cybersécurité, il y a toujours un sujet cyberassurance parce que c'est vraiment, ça concentre beaucoup de questions. Et pareil, du côté des assureurs, c'est finalement des problématiques qui sont assez nouvelles. Enfin, en tout cas, avec cet engouement-là, avec cette demande-là, il y a une très, très forte demande. Moi, je l'ai beaucoup vu dans les négociations de contrats. Puisque dans les négociations de contrat, maintenant, il y a bien souvent ces obligations d'avoir contracté une assurance cyber, parce que le risque cyber est important. On sait que les sanctions
sont importantes, mais ne vont pas forcément être couvertes par l'assurance. On sait qu'il y a aussi un risque effectivement de préjudice, donc par exemple de personnes concernées, de victimes qui viendraient ensuite porter plainte à l'encontre de l'entreprise ou du prestataire concerné. Donc il y a un gros risque, il y a de plus en plus de risques en termes de préjudice financier, matériel, et donc qui dit plus de risques aussi, plus d'engagement de responsabilité. Et donc, l'assurance cyber, c'est évidemment un sujet qui doit se poser. Et je pense que peu importe finalement le niveau de risque qu'on évalue sur ses propres activités en matière cyber, ça doit nécessairement être étudié et on doit se poser la question de contracter ce type d'assurance. Aujourd'hui, il n'y a pas un courtier qui n'a pas dans son portefeuille ce type d'assurance à proposer. Ouais, c'est un bon point. Et justement, on a une question de Jean sur le budget. Est-ce que toi, tu as un peu des pratiques comme ça en tête de budget alloué à la cybersécurité? Évidemment, j'imagine que ça doit beaucoup dépendre. Lui dit, par exemple, dans une PME, quel est le budget alloué à ça, entre peut-être les assurances, les consultants, les conseils aussi? Tu as des infos là-dessus ou pas du tout? Effectivement, comme tu l'as dit, c'est extrêmement. Ça va vraiment dépendre de l'entreprise qui est concernée. Si on parle, moi, j'ai eu beaucoup de clients qui étaient des entreprises du CAC 40. C'est sûr que les sujets cybersécurité, le budget, c'est quelque chose. Après, on voit que de plus en plus sur les petites et moyennes entreprises, c'est vraiment une question qu'on va se poser dès le départ, d'allouer un budget important là-dessus. Mais encore une fois, ce n'est pas uniquement un sujet cyber technique. Donc, quelle solution on va acheter, qu'est-ce qu'on va donner comme budget à nos équipes en interne pour travailler sur ce sujet-là. Mais il y a aussi dans ce budget-là à intégrer les questions d'assurance. Le budget qu'on doit donner aussi aux juridiques pour travailler sur cette question-là et pour être assisté en cas d'incident, etc. Donc, en fait, c'est un sujet global, qui doit être en tout cas envisagé de façon globale d'un point de vue budgétaire. Après, donner une fourchette, honnêtement, j'en suis compliqué, ouais. incapable parce que c'est tellement, ça va vraiment dépendre du cas, des enjeux. On a en fonction de l'activité, on a plus ou moins d'enjeux. Si on offre un service de cloud, on a des enjeux considérables en termes de cybersécurité. Peut-être, on en aura peut-être moins dans une autre typologie de service. Ça dépend vraiment de l'entreprise elle-même. Et Philippe, justement, à ce sujet, nous demande est-ce qu'il faut payer la rançon? Si jamais on est dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une rançon? Tu as déjà eu affaire à ce cas de figure ou pas du tout? Alors, les recommandations des autorités sont de ne jamais payer les rançons. N'écoutez pas avec des terroristes, on l'entend suffisamment dans la série télé américaine. Oui, non, c'est vraiment c'est la recommandation des autorités, c'est vous ne payez pas. Après, ce qui est important aussi, c'est de bien avoir conscience que dans des cas comme ceux-ci, on se faire assister par les services qui sont mis à disposition. C'est extrêmement important parce que porter plainte, c'est une chose, mais pendant la gestion de l'incident, alerter et demander de l'aide à l'ANSSI, par exemple, pour la gestion d'une attaque qui ferait l'objet d'une demande de rançon. C'est extrêmement important pour savoir justement comment gérer, quelle est la politique qu'on applique généralement. Mais en tout cas, voilà, si la question c'est faut-il payer la rançon, la recommandation des autorités sur le sujet, c'est de ne pas payer, ne pas payer de rançon, jamais. Et d'ailleurs, il y avait une affaire comme ça avec une grande entreprise américaine qui avait payé sans le dire une rançon et qui finalement, quelques années après, quand tout est sorti, s'est fait largement sanctionner sur le fait d'avoir géré la crise de cette façon-là, c'est-à-dire d'avoir de son côté, sans en avoir informé personne ni aucune autorité, payé des millions d'euros de rançon, d'ailleurs sans succès. Et sans avoir pris les mesures qu'il fallait d'un point de vue information des personnes. Très intéressant. Merci Sharon. Il y a plein de questions. On est désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais bravo, parce que du coup, le sujet a été très intéressant. Merci pour ta dispo aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps.
à tous les auditeurs. On est ravis de reprendre cette saison 2, de démarrer. On se retrouve maintenant dans 2 semaines, alors ce qui nous amène au 18 février, avec Jérôme Perlemiter, qui a fait toute sa carrière en tant que directeur juridique dans le sport et notamment le foot, puisqu'il est passé par la FIFA, par la FFF, par la Ligue de foot aussi. Donc, il va vous raconter tout ça, il va nous parler, lui, comme souvent, hein, on aborde souvent ce sujet dans Legal Club Sandwich, de la position et du rôle du département juridique et des juristes dans l'entreprise. Donc voilà, si ça vous intéresse, on se retrouve dans 2 semaines. Et puis, pour ceux qui veulent voir le replay, tout est accessible sur YouTube et on sort le podcast dès la semaine prochaine. Et j'ajoute, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais je viens de le mettre voilà, dans le chat, le document dont je vous ai parlé. Voilà, si vous voulez votre petit cahier de vacances pour Ditch, Drive, Delegate, j'ai écrit un petit article là-dessus. Voilà, vous pouvez le récupérer. Je l'ai mis sur WeTransfer à l'instant en live et on le mettra aussi dans les liens que l'on met sur régulièrement. Donc, vous pourrez le récupérer ou nous contacter tous les 3 sur LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, ben voilà. Jingle de fin, Pierre. C'est jingle de fin. Évidemment, je ne suis pas prêt parce que j'étais ailleurs, mais je meuble comme les speakerines des années 70. Regardez, je meuble et c'est parti. Meuble parfaitement. Dans 15 jours. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Merci et ça beaucoup. marche pas. C'est parti, on est parti. Voilà. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like.